Alors, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter ce qui a été en fait ma recherche de thèse. La question de l'outillage dans l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap. Je me présente rapidement. Donc, Loïc Andrien, je suis chercheur associé au laboratoire ICUB CRG, donc le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique. ICUB pour Institut interdisciplinaire de l'innovation. Et dans ce labo-là, on compte aussi Estelle, ma collègue co-animatrice, qui est doctorante. Je co-anime le réseau H2I Handicap Innovation Inclusive avec donc Estelle et Jean-Philippe, maître de conf à l'IAE de Nancy, et puis avec tout un groupe de personnes très actives. Et aujourd'hui, le réseau, on en est très content, compte un peu plus de 60 inscrits. Je suis un ancien éducateur spécialisé, j'ai dirigé une quinzaine d'établissements médico-sociaux. Et en arrivant sur les postes de direction, j'ai fait le constat d'une multiplication des outils de gestion de manière très importante. Multiplication des outils qui, si on regarde un petit peu l'environnement des directions aujourd'hui, ça peut être à la fois des enquêtes, des outils de reporting, des outils de tarification, etc., etc. Et je me suis concentré essentiellement pour ma thèse sur les outils d'évaluation des besoins. J'en ai rencontré un peu plus de 180 au tout début de ma thèse. Bien évidemment, je n'ai pas traité les 180, je me suis centré sur un outil dont je parlerai après, mais cette prolifération d'outils montre quand même la place extrêmement importante à la fois de la notion de besoin et puis de ce besoin d'outillage. Il y a un rapport de la CNSA qui a été écrit par Marie-Aline Bloch à l'époque en 2009 qui comparait déjà quelques outils d'évaluation des besoins avec les perspectives possibles. Il y avait le SMAF du Québec, d'autres. Le rapport concluait quand même que les outils étaient relativement peu ou pas utilisés en fonction des périmètres. Alors pourquoi on évalue les besoins? L'évaluation des besoins, elle tient essentiellement à la question de l'adaptation et de la personnalisation de l'offre de service. Je ne parlerai pas forcément aujourd'hui de la question de Séraphin PH, le projet de réforme de la tarification dans le secteur médico-social, mais c'est un des exemples de ce besoin d'adapter besoins et prestations. Aujourd'hui, à tous les niveaux des organisations du secteur médico-social, la question des besoins se pose d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus organisationnel. Les questions qui vont se poser derrière pour cette présentation-là, c'est est-ce qu'il suffit de trouver un bon outil pour bien objectiver les besoins et comment les outils vont influencer cette façon d'évaluer les besoins des personnes en situation de handicap. L'idée ici, elle est assez simple. Ça va être de faire se rencontrer deux notions, la notion de besoin d'un côté, la notion d'outil de l'autre. Ça paraît assez évident, vous l'avez vu venir, je pense. Ces deux notions étant quelque chose d'assez flou à la base, notamment pour la question des besoins. Vous allez le voir par la suite. Le matériau empirique qui a été celui de ma thèse, la thèse a duré 6 ans. J'ai observé pendant 5 ans 8 associations du secteur médico-social, des associations parentales. Et l'observation a tenu sur à la fois les temps de réunion, les temps de formation, les temps de situation d'usage de l'outil par les professionnels, les chefs de service, les directeurs. Et puis un certain nombre d'entretiens avec des directeurs généraux, des professionnels de l'accompagnement et puis des personnes en situation de handicap, président, administrateur, acteurs externes, DG d'ARS, voilà, des gens qui sont autour de cette question-là et qui pouvaient avoir quelque chose à apporter et à dire. Alors, si on entre dans le vif du sujet, avant de se pencher sur la question des outils, la question du besoin. Comment est analysé le besoin? Comment est compris le besoin? Quel sens prend cette notion-là sur le terrain? En fait, moi, j'ai rencontré 4 significations distinctes, identifiées chez les acteurs. La première, c'est un besoin qui est défini par une profession. Donc, on va avoir des métiers qui vont définir ce qu'est le besoin de la personne en situation de handicap. Alors, typiquement, le médecin qui va définir ce que c'est que les besoins en santé d'une personne trisomique, l'éducateur qui va se référer à un certain nombre de savoirs pour définir les besoins d'une personne ou d'une population.
Donc, on a déjà un besoin défini par une profession comme premier type de besoin. Le deuxième type, la deuxième signification qui est rencontrée sur le terrain, c'est un besoin défini par l'offre de service. Alors là, c'est quelque chose qu'on va rencontrer de manière assez courante dans la littérature, notamment la vision institutionnelle du handicap, avec là l'idée que l'exemple typique, c'est la personne est reçue et admise dans un établissement parce qu'elle correspond à la prestation qui va être délivrée. Donc, on ne parle pas d'adaptation de la prise en charge ou de l'accompagnement, mais on va parler d'adaptation de la personne à ce que l'établissement peut fournir. Est-ce que dans une maison d'accueil spécialisée, la personne est adaptée aux prestations qui vont être délivrées, etc., etc. Donc, on retrouve des phénomènes de sélection à l'entrée, des choses de ce type-là, qui sont assez courants dans le secteur. Le besoin défini par les consommateurs de prestations, ça c'est le troisième type. Il y a une légère différence avec le deuxième, puisque là, on valorise la personne comme étant en capacité de faire des choix, et on va présenter à la personne un certain nombre de prestations possibles, et en imaginant que c'est la personne en situation de handicap qui va pouvoir faire son choix parmi toutes ces prestations. C'est très limité parce que finalement, on s'aperçoit que le choix de la personne est quand même largement influencé par le contexte et l'environnement dans lequel elle se trouve. La quatrième signification du terme besoin qui est rencontré chez les professionnels, c'est le besoin défini par la personne elle-même. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la question des attentes, qui est un terme qui est fréquemment utilisé par les professionnels rencontrés, mais avec un bémol qui est que ces attentes-là ne peuvent s'exprimer que dans un cadre particulier, et quand les attentes ne sont pas entendables, elles sont très peu exprimées la plupart du temps. Alors, où est-ce que ça nous mène, tout ça? Ça nous mène à l'idée que derrière les notions de besoin, les significations, dans ces groupes-là, dans ces populations-là, dans ces établissements médico-sociaux, on va avoir des différences entre des besoins individuels, des besoins collectifs, on va avoir des confusions entre les besoins et les réponses aux besoins, on va avoir des besoins qui montrent des notions d'appartenance à des collectifs, et donc une évaluation qui va avoir quelque chose de très normatif, de très prescriptif. Finalement, l'évaluation en dit peut-être plus sur les évaluateurs que sur les évalués réellement, quand on observe bien les choses. Alors on passe à l'outil. Pourquoi passer à l'outil? Parce que l'outil, tel qu'on l'a étudié, c'est un outil d'évaluation des besoins qui a été créé par une association dans un contexte particulier, puisqu'il s'agissait de reconstruire un établissement et qui voulait absolument que l'établissement soit reconstruit selon les besoins de la population. Et puis l'outil a été généralisé et diffusé dans plusieurs associations. Et donc j'ai étudié la diffusion de cet outil-là spécifique avec toute une démarche d'apprentissage, de formation, de choses de ce type-là. L'outil se présente de manière assez simple, c'est un outil online, complet, full web, en ligne, espèce de site internet, où il y a des logiques de fiches individuelles avec des critères à renseigner. Donc on va avoir tout un tas d'informations sur la personne qui vont être renseignées par les professionnels, des informations administratives, des informations juridiques sur les mesures de protection par exemple, et puis tout un tas de mesures davantage sur les capacités, les troubles, les besoins en accompagnement médicaux, des choses de ce type-là, et puis des logiques aussi de prévision possible d'évolution de la personne. De toutes ces informations-là qui sont renseignées dans les fiches individuelles, l'outil agrège ces données et puis ressort un certain nombre de statistiques. Vous avez des exemples de camembert sur la droite qui sont totalement fictifs. Hein. C'est des choses que j'avais créées moi-même à partir de l'outil pour présenter. Donc, c'est des statistiques qui sortent sur les âges, les déficiences, par grand type de population, avec des critères, des items qui peuvent être renseignés et qui permettent de faire des tris à l'intérieur d'une population ou de faire des requêtes particulières. Alors, si on regarde un petit peu cet outil-là de manière globale, il peut être particulièrement intéressant, notamment dans une idée qui est très répandue chez les professionnels et notamment chez les dirigeants, qui était d'objectiver les besoins pour, comme je le disais tout à l'heure,
pouvoir adapter l'offre de service, adapter les accompagnements, être plus performant dans l'accompagnement au quotidien, rendre les projets personnalisés plus intéressants, plus pertinents. Donc, tout semblait être particulièrement intéressant avec cet outil-là et pas de difficulté majeure pour les professionnels qui se le sont appropriés a priori. Je dis a priori parce que la technologie a un caractère invisible. Je renvoie aux travaux de Michel Berry sur les technologies invisibles et comment les outils de gestion influencent les décisions des dirigeants, mais aussi aux travaux de Mumford sur les machines invisibles où la technologie, depuis des années et des années, et bien avant la révolution industrielle, est finalement un ensemble de grands agrégats où l'homme fait aussi partie de la machine et où tout se construit petit à petit dans une grande logique où la plupart des acteurs n'ont pas conscience de ce qui se passe de manière plus globale. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que tous ces outils-là, finalement, nous permettent aussi de simplifier ce qui est de la réalité. Donc, comme la tour le dit, passer du visible complexe à l'invisible simple et essayer de simplifier à la fois pour décider, c'est le cas des outils de gestion, mais aussi pour mettre en place un certain nombre d'actions, c'est le cas pour les outils de suivi des projets personnalisés, par exemple. Donc, les outils, dans la tradition de l'anthropologie des techniques, là où je me situe, les outils sont bien des portes d'entrée dans les organisations et permettent de voir comment cela fonctionne. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que dans les établissements dans lesquels je me suis rendu, si j'avais posé la question de comment les gens évaluent les besoins directement, j'aurais eu des réponses et j'ai eu des réponses relativement défensives ou problématiques. En m'intéressant aux outils, on médiatise un petit peu la question et la relation et ça permet d'aborder différemment la relation du chercheur au personnel qui était en place sur les établissements. On s'aperçoit ensuite que l'outil, et ça c'est l'anthropologie des techniques et notamment les travaux de Creswell qui le montrent, l'outil, en fait, la technique, la technologie a 3 dimensions systématiquement qui sont en interaction permanente. On peut prendre l'exemple du marteau. Quand vous dites le mot marteau, quelque chose vous vient à l'idée, il y a une dimension matérielle, donc un objet marteau, mais il y a aussi un processus, un mode opératoire. Quand vous dites marteau, vous savez d'emblée, si vous l'avez appris, comment utiliser un marteau. Seul problème, c'est que les marteaux, il y en a plein. Il y en a plein avec des usages différents. Et vous voyez que le même mot renvoie à des réalités matérielles qui sont très différentes et surtout à des modes opératoires qui sont très différents. Le marteau du juge n'est pas le même que le marteau du tapissier, qui n'est pas le même que le marteau du charpentier, etc., etc. Les usages vont donc dépendre largement de la dimension matérielle, mais aussi vont influencer la dimension langagière qui est derrière l'usage de l'outil. Donc, si on revient à notre outil d'évaluation des besoins, la première chose que l'on peut dire et qu'on peut voir, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la question de la notion de besoin, c'est que la notion de besoin, elle n'est pas du tout consensuelle et que le mot besoin ne va pas renvoyer du tout à la même réalité en fonction des professionnels qui sont interrogés. Mais cette dimension-là, elle interagit avec une autre dimension qui est la dimension matérielle et qui va montrer notamment que le support informatique, il n'est pas ancré de manière homogène à l'intérieur des organisations et des associations qui sont rencontrées. J'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais certaines associations n'avaient quasiment pas d'équipement informatique au moment de la démarche d'équipement et d'utilisation de cet outil-là. Ensuite, sur la dimension processuelle, sur le mode opératoire, l'outil vient révéler le fait que la démarche d'évaluation n'est absolument pas stabilisée et que dans une même équipe, parfois, la façon d'évaluer les besoins, ne serait-ce que pour un projet personnalisé d'accompagnement, n'est absolument pas faite de la même manière par les différents professionnels qui sont rencontrés. Donc, si on se focalise davantage sur la dimension langagière, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'outil a un avantage, et c'est souvent pour ça que les outils sont largement appréciés et valorisés par les dirigeants et par les managers, c'est que l'outil va cadrer d'un point de vue sémantique le champ d'action d'un collectif. L'outil va apporter des mots, un langage, un dictionnaire. C'est d'ailleurs comme ça que les développeurs appellent le dictionnaire qui accompagne les outils de manière générale. Il y a le dictionnaire de données
pour tout ce qui est construction informatique, mais il y a aussi le dictionnaire langagier sur toute la partie explication, glossaire, les termes employés, les définitions du logiciel. Et il y a ce logiciel-là spécifiquement est accompagné d'une documentation de 80 pages. L'outil va pas, ce que j'ai montré, ce que je traite dans ma recherche, c'est que l'outil ne va pas influencer directement les façons de penser des utilisateurs, mais ce cadre sémantique va leur forcer une certaine façon d'exprimer les choses. C'est-à-dire que quand ils vont évaluer les besoins, les personnels on pouvait avoir une certaine signification des besoins, comme on le disait tout à l'heure, soit de penser que le besoin était individuel ou plutôt lié à l'offre de service, mais finalement l'outil allait imposer son propre cadre sémantique et la façon de penser des professionnels allait forcément rentrer dans ce cadre-là. L'outil avait une certaine forme de traduction forcée obligatoire à l'intérieur des équipes. Mais l'impact le plus important de l'outil sur le langage et sur la dimension langagière dans le collectif, c'est essentiellement la question du déplacement et de la disparition de langage. C'est-à-dire que dans toutes les équipes qui ont intégré cet outil-là, mais c'est valable pour plein d'autres outils aussi, et je pense que chacun peut le vérifier quand on implémente des outils au quotidien, on commence à discuter d'abord de l'outil, on déplace du langage, on ne parle plus forcément du fond, mais on parle de comment on va utiliser l'outil. Donc ça, c'est une première phase qui est extrêmement importante. Et ensuite, une certaine disparition de langage, c'est-à-dire que sous l'aspect, ici, dans certaines associations, les dirigeants étaient très contents d'avoir des réunions qui étaient beaucoup plus efficaces, puisque dans certaines réunions, là où avant, ils allaient traiter 4, 5 grand maximum cas de personnes en situation de handicap à accompagner pour travailler sur leur projet. Là, ils pouvaient en traiter 7, 8, 9 parfois, en 1 heure ou 2 heures. Donc l'outil a amené une certaine efficacité qui était indéniable. Mais en même temps, une disparition de langage parce qu'il y avait moins d'échanges, moins d'élaboration, moins de confrontation des différentes significations de ce que pouvaient être les besoins. Et du coup, la définition des objectifs était aussi moins riche derrière. Si on se penche sur la dimension matérielle de l'outil, je le disais tout à l'heure rapidement, le niveau d'informatisation dans les organisations était très différent, très variable. En cela, une association en particulier avait grosso modo un ordinateur par établissement et a donc opéré un déploiement de l'outil en version papier avec toute la création et la mise en place d'un protocole un peu spécifique avec des gens qui étaient chargés de recueillir l'information, de la retranscrire sur des feuilles et puis ensuite de l'informatiser derrière. Finalement, le déploiement a très très bien marché et l'informatisation n'était pas forcément nécessaire au bon usage de l'outil ou en tout cas à la transmission d'un certain nombre d'informations. Et donc, ce que ça montre, c'est que le support va directement incarner le mode opératoire, donc la façon d'utiliser l'outil. Dans cette équipe-là spécifiquement, dans cet établissement-là spécifiquement, quand il n'y avait pas forcément d'informatisation, ce qu'on aperçoit quand même, c'est que ce mode opératoire lié à l'outil va être mis en place en un one-shot, en une seule fois, dans une démarche de 3 mois, mais il va y avoir très très peu de réactivation de l'outil et là où les autres associations pouvaient utiliser l'outil de manière plus régulière et plus répétitive, ça n'a pas été le cas dans cette association-là. Donc la dimension matérielle avait quand même un impact très très important sur la possibilité de l'outil et donc sur la façon d'évaluer les besoins derrière. Je me penche sur la troisième dimension, donc la dimension processuelle maintenant, le mode opératoire de l'outil. Comme je disais tout à l'heure, le processus d'évaluation était très variable. Dans certains établissements, les professionnels n'évaluaient pas nécessairement les besoins de la même manière. Certains allaient se mettre dans un coin avec un résident pendant 2, 3, 4 fois dans un bureau ou à l'extérieur, discuter avec lui. D'autres voulaient absolument que le résident, la personne accompagnée, puisse participer aux différentes réunions et être présent. Et puis dans d'autres établissements, j'ai vu aussi un chef de service remplir l'outil tout seul et évaluer les besoins à sa façon, comme il le souhaitait.
Ça a été présenté par les dirigeants et les présidents d'associations comme une certaine liberté dans la façon d'évaluer les besoins. Est-ce qu'il y a une difficulté pointée derrière tout ça? Certainement, en termes d'objectivation, puisque c'est un des objectifs de l'outil. Donc, on s'aperçoit que la question de l'objectivation est quand même largement table autour de cette démarche-là, dans la mesure où les façons d'évaluer sont quand même très très différentes, mais que l'outil masque totalement ça, puisque quand les dirigeants ressortaient des statistiques de l'outil, on s'apercevait que finalement la question des façons d'évaluer ne ressortait absolument pas des informations qu'ils avaient traduites. Donc ça pose quand même plein d'autres questions sur à la fois les modes opératoires existants et la façon de discuter ces modes opératoires. Si on revient un petit peu en arrière sur la question des différentes significations de la notion de besoin, on s'aperçoit que quand on a déjà des notions qui sont très différentes, des significations qui sont très différentes, et ensuite des modes opératoires, des façons d'évaluer qui sont encore très hétérogènes, la construction du sens, l'action collective qui est l'accompagnement des personnes en situation de handicap peut poser sacrément question. Et ça renvoie directement à ce que je disais tout à l'heure, une notion de besoin qui est très prescriptive et comment, à un moment donné, un collectif peut se positionner autour de cette notion-là, fixer des éléments à travers un projet d'accompagnement, un projet d'établissement, un projet de service ou un projet associatif, à partir d'éléments qui sont finalement essentiellement des éléments prescriptifs sur ce qui apparaît pour eux comme une description par rapport à des outils, des référentiels, mais qui finalement est très très différent d'une personne à l'autre et d'un professionnel à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Là, on peut dire déjà qu'une des premières limites de tout ça et de l'outillage, du fait de s'appuyer sur des outils pour mettre en œuvre un certain nombre de processus dans un collectif, et notamment là, dans la question de l'évaluation des besoins, l'outil agit comme une externalisation de la pensée. C'est-à-dire que en se référant, en donnant un cadre sémantique au collectif et en fixant, en figeant un mode opératoire à des personnes qui finalement avaient des modes opératoires, des façons d'évaluer les besoins très très différents, l'outil vient un petit peu comme une orthèse, une prothèse à la pensée. Et finalement, les gens arrêtent de discuter, ce que je disais tout à l'heure, il y a une diminution de la discussion, et les dirigeants s'éloignent petit à petit du terrain, arrêtent d'écouter ou diminuent leur interaction avec les professionnels de terrain sur la façon dont les évaluations se sont passées, et vont se concentrer davantage sur les chiffres et sur les informations, les statistiques qui peuvent ressortir. On rejoint tout à fait ce que Hatchwell décrit à travers les systèmes de rationalisation par les outils. On n'est plus seulement dans la question de l'objectivation, on est bien dans un système de rationalisation où on va, à un moment donné, construire des réalités qui ne sont pas forcément tangibles comme ça au premier abord, mais qui vont exister à travers l'usage de l'outil. Je parle en troisième point des mythes implicites explicites parce que dans une approche anthropologique comme l'a été la mienne, l'usage de l'outil montre une autre limite qui est aussi l'existence d'énormément de mythes implicites, comme l'explique Lévi-Strauss, donc des croyances qui sont pensées comme partagées mais qui ne le sont pas nécessairement et qui peuvent être assez individualisées finalement. Et donc des espèces de règles qu'on pourrait rapprocher du concept de convention qui sont non dites, non formalisées, qui existent énormément dans les collectifs, mais qui sont largement formalisées, en tout cas impactées quand l'outil arrive, puisque l'outil, lui, va imposer un cadre, imposer un mode opératoire obligatoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'outil ne va pas forcément modifier les façons de penser des professionnels, mais va nécessairement trier tout ça et empêcher un certain nombre d'explications, d'explicitations sur ce domaine-là.
Alors, ce qu'on peut en retenir de tout ça, parce que la question des outils, c'est bien, mais on voit qu'il y a une multiplication, que les outils sont un petit peu partout. On voit que l'évaluation des besoins, c'est extrêmement complexe, que finalement, la notion de besoin elle-même est assez intéressante pour éviter de discuter, ou pour en tout cas discuter d'un consensus qui n'en est pas forcément un. Qu'il y a une nécessité d'élaborer, de discourir autour de la question du besoin et de la construction des projets dans les collectifs, et que finalement c'est tellement complexe, c'est tellement incertain que l'outil il a un avantage certain, c'est qu'il vient amener de la simplicité et il vient cadrer un petit peu les choses. On pourrait parler de standardisation sans aucun problème, on pourrait parler de rationalisation. C'est une des difficultés autour de l'usage de ces outils. Alors, les perspectives qu'une recherche comme celle-là ou que des travaux comme cela peuvent amener, c'est déjà de déconstruire les usages de la notion de besoin. J'évoquais Séraphin en tout début, mais la notion de besoin pose quand même des problèmes relativement compliqués dans son usage au quotidien, avec très très peu de sens partagé au niveau des collectifs et la possibilité pour un collectif de parler de besoin pendant toute une réunion sans jamais savoir ce qu'ils mettent réellement derrière. Les perspectives, c'est aussi la question de la contextualisation, de la construction du sens, puisque finalement, on s'aperçoit que la notion de besoin ne prend du sens que dans un contexte particulier, qui est le contexte d'un collectif, et que d'un collectif à l'autre, les accords, les visions communes qu'il va y avoir sur les modalités d'avancer sur un projet ne sont pas forcément les mêmes. Ensuite, sur la question des outils, un des points importants qu'il faut retenir, c'est, je pense, se méfier de l'effet magique qu'on prête aux outils. Alors, les outils sont particulièrement intéressants, c'est certain, ça apporte énormément de choses. Il y a eu énormément de progrès techniques et de transformation du faire société grâce aux technologies, et ça, on ne peut pas le nier. Et je pense que la période confinement, déconfinement qu'on vit actuellement le montre aussi. Et s'il n'y avait pas cette visio-là, s'il n'y avait pas eu l'explosion de ces usages-là, on ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de partager ce live et transformer des réunions et des conférences en système en ligne. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement positives, mais il y a aussi des difficultés importantes, et notamment cet effet magique qui est souvent ressenti par les dirigeants, les professionnels sur le terrain, dans un secteur qui est encore, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément toujours très bien outillé et très bien informatisé, et où on a l'impression que parce qu'on va amener un outil spécifique, les choses vont se régler de manière automatique. Je pense notamment aux outils tels que les dossiers personnalisés ou des choses de ce type-là, dossiers informatisés. Donc enfin, dans les perspectives, l'idée c'est vraiment de s'intéresser au monde du numérique comme une culture et plus seulement comme du matériel ou comme des process. Faut sortir un petit peu de cette pensée-là, je pense, et puis essayer de s'intéresser à ce que dans le numérique, dans les systèmes numériques, dans le monde numérique, il y a comme création à la fois de culture, de langage, de rites et de récits collectifs qui peuvent être fondateurs. Enfin, pour conclure et donner des perspectives pour d'autres travaux, pour ouvrir sur les questions qu'il pourrait y avoir par la suite, le plus important pour moi, je pense, c'est de garder à l'esprit ce que l'anthropologie des techniques nous dit, c'est-à-dire que les interactions entre les dimensions matérielles, processuelles, mode opératoire et dimensions langagières sont permanentes, et qu'on ne peut pas regarder une dimension plus que l'autre au risque de toujours en oublier une. Alors la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas observer sans spécifier. Donc quand on regarde spécifiquement la dimension langagière, forcément on en oublie un petit peu les deux autres, mais il faut être conscient de ces interactions permanentes. Et ensuite, sortir de l'opposition technophobie-technophilie, qui est souvent ramenée en avant avec les travaux d'Ellul, par exemple, pour donner un seul exemple, sur la technophobie, avec une opposition complète à la technologie et aux difficultés que ça représente. Et à l'inverse, des auteurs ou d'autres
professionnels qui peuvent être sur une idée de technophilie complète avec cette idée que les outils vont tout régler et vont tout apporter en termes de solutions. Merci beaucoup, j'espère que j'ai été assez clair. Et puis, maintenant, le temps est venu de poser les questions. Je vais laisser Jean. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez attentifs à nos futures publications sur cette chaîne YouTube.